vous êtes bien sur Radio Libertaire, dans le monde merveilleux du travail. Et nous sommes en présence du représentant de la Fédération des motards en colère. Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris et Petite Couronne. Bonjour. Alors, première question, c'est qu'est-ce que c'est que cette fédération? On n'a pas l'habitude sur Radio Libertaire d'avoir une spécificité aussi peu politique finalement. Donc, tu peux nous présenter la Fédé et puis nous raconter, faire un petit historique et puis très rapidement en venir au cadre actuel, c'est-à-dire vous êtes en colère, mais pourquoi? C'est souvent la question qu'on nous pose, pourquoi vous êtes en colère. Enfin, il y a plein de motifs d'être en colère avant et aujourd'hui encore. La Fédération française des motards en colère, elle s'est créée dans les années 80. Un petit peu avant pour la préparation, puis surtout dans les années 80. Ça a été plusieurs motoclubs qui se sont regroupés pour défendre leurs droits, et notamment la première attaque qu'on a eue à l'époque, c'était la vignette, puisque à l'époque il y avait la vignette auto, et on a voulu l'imposer aussi à la vignette moto, sauf que les vignettes proportionnellement étaient beaucoup plus chères pour les motos, etc. Et donc on s'est tous mobilisés, et puis on a à l'époque c'était les élections en course, il y avait Mitterrand et Giscard d'Estaing. Et Mitterrand avait dit si je passe, la vignette moto ne sera plus d'actualité. Alors je ne sais pas si c'est grâce au motard qu'il est passé ou pas, mais en tout cas, effectivement, quand il est passé, la vignette moto a été annulée. Ça, c'était le premier combat qu'on a gagné. Et puis ensuite, en fait, on a fait tout un tas de choses. On a d'abord créé notre propre mutuelle d'assurance, qui est un très très bel exemple d'économie sociale, puisque la mutuelle des motards, elle existe encore aujourd'hui, bien évidemment, elle est spécifiquement destinée aux deux roues motorisés, et elle s'est fondée sans aucun fonds de banque, et ça a été grâce à la cotisation de plus de 40 000 motards à l'époque, et on a donné à l'époque 280 francs pour créer cette mutuelle des motards, sans savoir si ça allait fonctionner ou pas. Aujourd'hui, ça sera un truc impossible. Un pari fou, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une grosse mobilisation des motards. Ça a créé la mutuelle des motards. Ensuite, on a créé notre propre magazine de moto qui s'appelait à l'époque Le Pavé dans la Mare, mais qui s'appelle maintenant Moto Magazine, qui existe toujours, qui est même le leader de la presse moto, parce qu'on trouvait que c'était important d'avoir notre organe de presse, puisqu'à l'époque, tous les grands patrons et les grosses boîtes, ils avaient leur propre organe de presse. On s'est dit, nous aussi, petits motards du coin qui venons de se monter, on va avoir notre propre organe de presse. Et ça aussi, ça a fonctionné. Et donc, ça existe toujours, Moto Magazine, la Mutuelle des motards, etc. On a créé aussi notre propre organisme de formation. C'est-à-dire qu'on fait des formations post-permis, des stages de perfectionnement post-permis. Et on travaille avec et contre les pouvoirs publics, souvent contre. On a un siège au Conseil national de la sécurité routière, puisqu'on a une vraie expertise en termes de deux roues motorisés. Il faut savoir que les élus en France n'y connaissent absolument rien en deux roues motorisés. C'est pour ça qu'ils nous emmerdent autant d'ailleurs, parce qu'ils votent des trucs qu'ils connaissent pas. Et nous, on connaît parfaitement bien le sujet. Et on a nos propres statistiques, ils ont les leurs, et on se bastonne à coup de statistiques. Voilà, on a été de tous les combats. Ça a été déjà le dédoublement des rails de sécurité. Vous savez que sur les routes, il y a encore pas si longtemps que ça, les rails de sécurité n'étaient pas doublés. Ce qui veut dire qu'à l'époque, on avait faucheuse, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les guillotines à motards. Plus de 300 motards tués par an environ sur ces trucs-là, puisque c'était extrêmement dangereux. C'est toujours extrêmement dangereux. Ils ne sont pas toutes dédoublées, mais on a quand même réussi à en faire dédoubler une bonne partie. Tout ce qui est infrastructure routière. Après, ça a été, on voulait nous imposer un gilet de haute sécurité, c'est-à-dire un gilet. Alors maintenant, on parle plus de gilet jaune parce que c'est plus poli, mais c'est le gilet fluo. Nous, on refusait de s'habiller avec un gilet fluo parce que voilà, on avait expliqué par plein d'arguments que c'était pas, on nous reversait pas parce que on nous voyait pas, mais tout simplement parce qu'on nous regardait pas. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de la formation. Ce qui est vrai. Quand on est automobiliste, effectivement, il faut être attentif à son environnement, et c'est pas le cas souvent. C'est pas le cas,
et il y a des rapports indépendants européens qui avaient travaillé là-dessus, enfin des chercheurs qui avaient travaillé là-dessus, et notamment le rapport Metz qui avait effectivement dit, et ça aussi c'est des statistiques d'assurance en plus, que dans 70% des cas dans un conflit automoto, dans un accident automoto, dans 70%, c'est la responsabilité de l'automobiliste qui est engagé et pas celle du motard. Donc ça veut dire que, mais sauf que c'est toujours pareil, on est des usagers fragiles. Et forcément, dans un accident auto et moto, celui qui part à l'hosto au cimetière, en général, c'est le motard. Même s'il n'est pas en tort. Mais il vient grossir les statistiques de sécurité routière, puisque il faut savoir que dans les stades de sécurité routière, ce qu'on retient, ce sont les accidents corporels. Par exemple, quand vous faites une touchette avec une autre bagnole, ça ne va pas être inscrit dans les statistiques puisqu'il n'y a pas de corporel. On ne retient que les accidents corporels, et en général, dans les accidents corporels, entre une auto et une moto, eh ben, c'est le motard qui part à l'hosto. Donc, forcément, on grossit les statistiques, mais c'est pas pour ça qu'on roule comme des dingues, qu'on est des malades. C'est juste parce qu'à un moment donné, voilà, on est plus fragile. Donc, là aussi, on a gagné pas mal de combats là-dessus par rapport à la sécurité routière qui nous considérait toujours comme les mauvais élèves de la conduite. Avec ces statistiques-là, pardon, on a réussi aussi à avoir gain de cause, sachant aussi qu'en général, les motards, ils ont aussi un permis voiture. 90% des motards ont aussi un permis voiture, ce qui n'est pas le cas pour les automobilistes. Il n'y a pas 90% des automobilistes qui ont un permis moto. Voilà. Et bien souvent, les motards ont aussi un permis poids lourd, parce qu'il y a pas mal de routiers chez les motards, etc. Donc, ce sont quelque part des experts de la sécurité routière, puisqu'ils savent conduire plusieurs véhicules, ils savent comment se comportent et les contraintes d'un autre véhicule. Voilà. Après, il y a eu tout un tas de choses. Alors, il y a eu aussi maintenant, le gros combat aujourd'hui, c'est le stationnement payant, parce que la mairie de Paris est pionnière de fait dans le stationnement payant pour les deux roues motorisés. On essaie de leur faire comprendre qu'un deux roues motorisé, ce n'est pas une voiture, que c'est une réelle solution en termes de mobilité, puisqu'aujourd'hui on n'arrête pas de nous parler d'écologie, de mobilité, machin, etc. On est tous pour l'écologie, bien évidemment, hein, mais pas pour l'écologie intégriste, et pas pour la punition écologique, et pas pour l'écologie, on va dire, idéaliste, en fait. Hein. Idéologique. Ce qui est le cas à Paris, ce qui est le cas pour les élus parisiens. Donc on leur explique que c'est pas parce qu'on a un moteur thermique qu'une moto c'est une voiture. On est beaucoup plus mobile, on est beaucoup plus léger, on prend beaucoup moins de place, les véhicules est occupé à 50% puisqu'il y a son conducteur, et à 100% quand il y a un passager, ce qui n'est pas le cas des gens qui viennent travailler en voiture. Souvent ils sont seuls dans leur voiture, mais on les stigmatise pas, les pauvres, ils peuvent pas faire autrement, hein. Donc on n'est pas là pour taper sur les automobilistes, nous, hein. D'ailleurs nous on tape sur personne, on est là juste pour défendre nos droits. Et puis il y a aussi maintenant les ZFE, les zones à faible émission, hein. Une superbe arnaque, enfin c'est hallucinant que, par exemple, ça s'est mis en place au tout début à Paris, hein, les ZFE de la faible émission. C'est quand même Ça a été mis en place par qui? Par Madame Hidalgo. Alors, c'est pas la première, hein. Au départ, Nathalie Kosciusko-Morizet voulait aussi le faire. Ça s'appelait les APA, les zones d'action prioritaire de l'air. Ouais. Ça fait plus de 15 ans de ça. Et aux États-Unis, me semble-t-il, maintenant. Hein, donc elle c'est très bien. Elle ne en France. Et puis Madame Hidalgo, qui est socialiste, aujourd'hui, elle dit aux pauvres, restez chez vous. Si vous avez des vieilles voitures, des vieilles bécanes, vous ne pouvez plus rentrer dans ma ville de Bobo, parce qu'ici, il n'y a que les gens qui ont les moyens d'avoir des véhicules électriques ou des voitures neuves qui peuvent rentrer dans ma ville. Les autres, passez votre chemin. Déjà, vous êtes dégagés de Paris parce que les loyers sont tellement chers que les gens sont partis habiter en banlieue. Même maintenant que vous habitez en banlieue, non, vous ne pouvez plus venir travailler non plus dans Paris, puisque vous polluez l'air vous polluez les poumons de nos petits bobos. Et puis, ça c'est les ZFE. Et puis le stationnement, c'est pareil, même combat, stationnement de roues motorisées qui va maintenant, qui voudrait faire en sorte qu'il devienne payant. Alors nous, on se bat depuis pas mal de temps pour qu'il reste gratuit. Mais encore une fois, on se bat pas parce qu'on veut pas payer. Si on devait payer, on le ferait comme tout le monde. Mais c'est juste parce qu'on a des vrais arguments par rapport au stationnement de roues motorisées qui doit être gratuit. Pour tous les arguments que je viens de vous citer, les ZFE, c'est pareil. Mais la mairie de Paris ne veut absolument rien entendre, parce qu'elle est dans une idéologie totale. Et puis il y a le contrôle technique. Voilà. Alors, le gros morceau aujourd'hui, c'est le contrôle technique. Alors on nous dit c'est toujours pareil, hein, ça c'est très Frenchy. Hein. Ouais. Lui il paye, pourquoi pas? Moi je paye, pourquoi pas lui? Ah, mais encore une fois, vous savez que le contrôle technique il a été mis en place pour les voitures. À l'époque, il y avait 17% d'accidents
qui impliquait une voiture en mauvais état. Voilà. Donc, bon, on peut considérer que c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal, 17%. On peut commencer à faire quelque chose. Nous, les statistiques de roues motorisées, d'accidents, c'est pas nous qui les disons, c'est les assurances. Le mauvais état du véhicule intervient dans 0,4% des cas d'accident. 0,4%. Pourquoi? Parce que les usagers de roues motorisées entretiennent leur véhicule. 1, parce qu'il y a des passionnés. 2, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça. 3, parce que ceux qui l'utilisent uniquement en utilitaire, à un moment donné, le véhicule est souvent révisé. Et puis surtout, un deux roues motorisé, c'est pas une bagnole. Quand il y a un truc qui va pas sur un deux roues motorisé, on le sent immédiatement. Ouais, et la sanction, elle est rapide. Elle est rapide. Hein. Voilà. Quand on a des pneus carrés, quand on prend un virage, ça fait tout drôle. Et quand on n'a pas de frein, ça fait tout drôle aussi. Et en voiture aussi, vous me direz. Mais en tout cas, nous, en France, c'est pas un problème en voiture. Voilà. Et puis surtout, alors ça c'est la grosse magouille d'ECRA et compagnie, des professionnels du contrôle technique qui voudraient reprendre encore un peu d'argent. C'est pour ça aussi que maintenant on contrôle des voitures de plus en plus récentes. Hein. Oui. Avant c'était tous les 5 ans, maintenant c'est tous les 3 ans, c'était tous les 2 ans, et maintenant bientôt on va contrôler des voitures tous les ans. Hein. Donc des bagnoles de plus en plus récentes. Pourquoi? Parce qu'il faut bien faire vivre le commerce. Et nous, on n'a pas besoin d'un spécialiste pour regarder les éléments de sécurité sur une moto, parce que tout se voit à l'œil nu. Dans une bagnole, par exemple, si vous voulez regarder les freins, il faut démonter les 4 roues. Sur une moto, vous n'avez pas besoin, vous le regardez à l'œil nu, vous voyez tout de suite si vos disques sont abîmés, si les plaquettes sont abîmées, et ça se voit très rapidement. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour ça. Et peut-être que le risque pour le motard est plus grand que le risque pour l'automobiliste. Ah bah oui, t'as pas de frein sur une voiture. C'est ça. Je ne dis rien. Un poteau, ça peut faire mal. Ça m'est arrivé d'avoir peu de frein. Bon, la bagnole a fini par s'arrêter. Hein. Et puis avec un bon frein à main, ça aide. Mais quand on n'est pas trop lancé, quoi. Hein. C'est ça. Alors qu'une moto, c'est pas le cas. Moto ou scooter, hein, c'est pareil. On n'a pas de carrosserie, nous, donc on est hyper vigilant. D'ailleurs, on est toujours, quand on conduit un deux roues motorisé, on est toujours en hyper vigilance. À part quelques abrutis, qu'effectivement il y en a toujours, mais c'est extrêmement rare. Si on n'est pas suicidaire, on est toujours en extrême vigilance. Alors, un de nos combats aussi, ça a été la circulation interfile. C'est-à-dire continuer à avoir le droit de circuler entre les fils de voiture. Il y a eu des changements de doctrine sur la circulation interfile. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait une expérimentation qui avait été mise en place. Alors, c'est marrant parce que ça fait un peu rire d'expérimentation, puisque ça fait quand même 50 ans. Ça fait depuis que les bouchons existent et que les motos existent qu'on expérimente la circulation interfile. Hein. Bon, alors, évidemment, avant, à un moment donné, il y avait peut-être moins de bouchons, il y avait surtout moins de motos. Maintenant, il y en a plus. Mais bon, là, on sait ce que c'est que la circulation interfile, surtout en région parisienne. Donc, ils nous ont dit, il faut mettre en place une expérimentation. Bon, ils ont mis en place l'expérimentation. Ça n'a rien donné parce qu'en fait, ils n'ont pas pu, ils ont pas correctement bossé dessus. Et donc, la fin de l'expérimentation est arrivée. Ils ont dit, on va remettre une autre en place. Et au départ, mais ils ont, sans avoir tiré de conclusion de la première. Non, puisqu'ils ne pouvaient pas vraiment tirer de conclusion, ils n'ont pas bien bossé dessus. Donc, ils nous ont dit, on va remettre tout en place. Mais en attendant, les médias se sont emparés de la chose en disant, ça y est, circulation interfile interdite. Alors, imaginez que les motards, ils sont tous descendus de la rue. On était 15 000 motards, 15 000 motos dans Paris. Hein. Que dans Paris. Après, il y avait toute la province qui s'est mobilisée aussi. En même temps, là, ça fait quel intérêt de ne plus faire d'interfile pour une moto? Aucun, c'est-à-dire que si on ne peut plus faire d'interfile avec un deux roues motorisé, ça ne sert plus à rien d'avoir un deux roues motorisé. Alors, non seulement ça n'a pas d'intérêt pour les usagers de deux roues motorisés, mais ça a encore moins d'intérêt pour les automobilistes. Parce qu'il faut savoir que, vous savez, dans Paris, on nous annonce tous les jours qu'autour de Paris, il y a 250-300 km cumulés de bouchons autour de Paris. Il y a 150 000 deux roues motorisés qui tournent dans Paris tous les jours et 150 000 en petite couronne. Si ces gens-là passer du deux roues motorisé à la bagnole, parce qu'il n'y a plus aucun intérêt à faire du deux roues motorisé, ça serait plus 300 km de bouchons qu'on a autour de Paris, ça serait énorme. Donc, il faut savoir qu'un deux roues motorisé en plus dans la circulation, c'est une voiture en moins, parce que souvent, c'est des gens qui vont transformer leur bagnole en deux roues motorisé pour être plus mobiles. Ça, c'est toujours bon. C'est bon aussi pour les automobilistes, parce que ça leur laisse plus de place. C'est bon aussi pour le transport en commun, parce qu'il y a moins de gens dans les transports en commun. Voilà, donc nous sommes aussi une alternative au confort de circulation des automobilistes.
Alors c'est pas de la démagogie que je fais, mais c'est la réalité. Et donc la circulation interfile a énormément mobilisé. Bon, ça a été rapide. Le gouvernement a dit ok, on va refaire tout de suite une nouvelle expérimentation avec encore plus de départements concernés et on attend la légalisation, nous, au final de cette expérimentation. Dans 2 ans, il y aura des conclusions qui seront tirées en termes d'accidentologie. Et on verra si c'est probant ou pas. En tout cas, vous savez, il y a des pays comme la Belgique où ils n'ont pas fait de statistiques, ils ont autorisé, mais c'est une évidence. Je veux dire, un deux roues motorisé, ça doit pouvoir passer entre les voitures, sinon ça sert absolument à rien, quoi. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Alors, il y a l'apport des motards, je pense cette expérience de la circulation interfile, mais il y a aussi l'éducation et la formation des automobilistes, parce qu'un automobiliste qui ne laisse pas passer un deux roues, le deux roues forcément se retrouve en difficulté. Oui. Donc il y a une sensibilisation, alors peut-être pas une formation, mais en tout cas une sensibilisation à la fluidification du trafic, en permettant, alors peut-être entre la troisième, je pense au périph' parce que je l'utilise en pleine, parfois très tôt le matin. Là il n'y a pas beaucoup de motards très tôt le matin. Par contre il y a beaucoup de camions qui eux ne font pas de l'interfile, heureusement pour moi. Mais donc voilà, il y a une éducation, en tout cas une information. Il y a une règle déjà. Il y a une règle. C'est-à-dire que la circulation interfile ne se fait pas n'importe comment. Elle ne se fait pas à n'importe quelle vitesse. Parce que je veux dire, il y a des mecs qui roulent à 90 km/h entre des voitures qui roulent à 20 à l'heure. Ça, c'est suicidaire. Parce que, je veux dire, à un moment donné, si la voiture elle change de fil, le mec qui roule à 90 km/h avec sa moto, c'est terminé. Il ne pourra jamais intervenir. Donc voilà, on roule aussi sur la file d'extrême gauche. C'est-à-dire les 2 dernières files à gauche. Et pas dans toutes les files, parce que sinon lui l'automobiliste se trouve avec une moto à droite, une moto à gauche, il sait plus aller, il sait plus quoi faire, ça passe de partout. Non, ça se fait avec du bon sens. En tant qu'automobiliste, on peut pas à la fois se déporter pour laisser passer celui qui est à gauche et se déporter pour celui qui est à... c'est compliqué, prendre bien fou. Et puis aussi, voilà, c'est du comportement, c'est du vivre ensemble, du partage de la route. Bah oui, alors si l'automobiliste il est sur la dernière file de gauche et qu'il met son clignotant pour sortir à la bretelle, une bretelle du périphérique, oui, il faut peut-être ralentir sa bécane et puis le laisser passer plutôt qu'il y ait 10 motos qui lui passent devant et puis le pauvre, lui, il a raté sa bretelle. Donc voilà, c'est aussi du comportement. Tout le monde doit partager la route et on doit se comporter tous en bonne intelligence. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on les motards sont pas aussi un petit peu victimes du comportement de certains scooteristes? C'est pas pour taper dessus, mais enfin, les scooters ont un rayon de braquage quand même beaucoup plus ample que c'est des motos. Et disons que ils font quand même du gymkhana un petit peu. Ils font peur quand même, les mecs. Je sais pas si c'est forcément les scooters, mais effectivement, il y a alors il faut savoir que les scooteristes n'ont pas du tout la même formation que les motards. Bon, déjà, c'est pas le même esprit. Alors nous, Fédération française des motards en colère, maintenant, on parle plus de motards, on parle d'usagers de roues motorisées parce que on défend tout le monde. On peut pas dire on défend les motards puis pas les scooteristes, parce que de toute façon la gamelle elle est la même. Si un motard il tombe ou un scooteriste il tombe, c'est pareil, soit un règle de sécurité ou pas. La législation est la même pour tous, donc voilà, on défend tout le monde. Mais effectivement, force est de reconnaître que le motard il a un certain état d'esprit. On n'est pas motard par hasard. Il y a un certain goût de la liberté, l'appel du large, du voyage. Voilà, on est des tout à l'heure on parlait de rebelles, mais je dirais plus des aventuriers. Le motard il est différent, voilà. Déjà dans son état d'esprit il est différent, c'est pour ça qu'il roule avec une bécane. Le scooteriste c'est différent. Le scooteriste lui il va rouler parce qu'il cherche plus de mobilité, parce qu'il veut aller au boulot sans se prendre trop de bouchons. C'est plus fonctionnel. C'est beaucoup plus fonctionnel, c'est de l'utilitaire, et il peut y avoir tous les types de populations dans les scooteristes. Chez les motards aussi, il peut y avoir du chef d'entreprise comme de l'ouvrier, mais par contre chez les motards, voilà, un chef d'entreprise, un ouvrier, ils vont discuter, ils vont se tutoyer tout de suite, ils vont parler de bécane, il n'y aura pas de barrière sociale. Chez les scooteristes, c'est un peu différent, c'est de l'utilitaire. Et surtout, ils n'ont pas la même formation que les motards. Non seulement ils n'ont pas le même état d'esprit, mais ils n'ont pas la même formation. Le motard, ça passe un permis de conduire moto, etc., c'est compliqué à passer aujourd'hui. Un scooteriste avec un 125, c'est 7 heures de formation. Donc c'est pas du tout la même chose. Cela dit, après, il y a des gros scooters, il y a les 500 et 600, ils passent un permis moto. Voilà. Mais oui, force est de reconnaître que... Alors,
en fait, ce qu'on peut considérer, c'est pas que les scooteristes se comportent plus mal que les motards, c'est qu'il y a beaucoup plus de scooters à Paris, dans une ville comme Paris, dans les grandes villes, que de motos. À Paris, par exemple, je connais pas les statistiques exactes, mais moi, quand je roule tous les jours, je vois environ il y a 80% de scooters, il n'y a qu'à regarder sur les stationnements, 80% de scooters, 20% de bécanes. Ce qui est marrant, c'est quand on fait une manifestation pour défendre nos droits, il y a 90% de motos et à peine 10% de scooters. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas impliqués dans la défense dans le deux roues motorisé. D'où l'état d'esprit, cette différence d'état d'esprit qui se retrouve dans les mobilisations. C'est ça. Il y en a qui utilisent le deux roues motorisé pour se déplacer et d'autres qui l'utilisent parce que c'est un art de vivre. Voilà. Et donc c'est là où c'est différent. Cela dit, je suis pas sûr que les scooteristes se comportent plus mal que les motards. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus nombreux et qu'on les voit plus. Parce que statistiquement, et ça casse aussi le mythe, on parlait de mythe tout à l'heure, ça casse le mythe, statistiquement, les usagers scooters ont moins d'accidents au kilomètre parcouru que les motards. Pourquoi ? Parce que souvent, ce sont des gens qui prennent leur véhicule tous les jours, leur scooter tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Voilà. Et statistiquement, ils ont moins d'accidents. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on a moins d'accidents qu'on se comporte mieux. C'est effectivement, mais Paris c'est spécial. Paris c'est un peu une jungle. C'est vrai que moi j'ai plein de copains en province. Quand ils viennent à Paris, ils hallucinent. Je veux dire, en moto, déjà ils veulent pas prendre la place de l'Étoile. Et on peut comprendre. Moi je le vois, moi je roule beaucoup à moto, je roule à l'étranger, je fais beaucoup de voyages à moto, je me déplace qu'à moto, j'ai pas de voiture depuis plus de 15 ans, depuis que mes enfants sont grands, j'ai plus de bagnole. Quand je vais dans certaines, là je reviens d'Irlande par exemple, j'ai roulé en Irlande. Quand j'arrive à Paris, je me dis mais oula, c'est impressionnant comme c'est radical comme différence. C'est-à-dire qu'en Irlande, par exemple, les gens, ils s'arrêtent, ils sont hyper courtois, ils ne klaxonnent jamais. Tu fais une erreur, le mec, il te fait un petit signe, il sourit. Enfin, c'est hyper courtois. À Paris, c'est la jungle. Le moindre truc que tu fais, c'est te faire bombarder d'insultes. Et toi, tu insultes aussi les autres, forcément. Tu pardonnes rien à personne. Tu vas essayer de prendre ta place. Enfin, bref, c'est la jungle. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, c'est Paris. Et Madame Hidalgo, justement, elle a dit un jour, voilà, on va faire de la circulation apaisée. Avec les vélos, elle a raté parce que les vélos ils sont encore plus fous et c'est la jungle encore pire entre vélos parce que je fais aussi un peu de vélo dans Paris et les mecs ils crament tous les feux, ils en ont rien à foutre, ils passent sur les piétons, ils s'engueulent entre eux, c'est des grands fous furieux, encore pire que les automobilistes et les motards. C'est risqué. Le conflit dans les bicyclettes. C'est risqué. Comportement. Parce que comme en plus ils ont pas de plaque et puis qu'ils sont persuadés que parce qu'ils ont un vélo ils peuvent tout faire, c'est un truc de fou. Moi je fais du vélo aussi, donc j'en parle en tout état de cause, en connaissance de cause, pardon. Et je ne critique pas, je stigmatise personne, je stigmatise pas les usagers en vélo, mais force est de reconnaître que la mobilité douce, elle n'est pas là. Elle n'est pas douce. Elle n'est pas douce du tout. Mais quand même, moi je trouve que les motards, alors j'ai peut-être de parti pris, mais ils sont quand même très respectueux de la... Oui, en général, la réglementation. Peut-être pas. Oui, tu vas peut-être en trouver un qui va. Mais en général, les motards, ils s'arrêtent au feu. Vraiment, on met les clignotants, on respecte les passages pour piétons. À un moment donné, les voitures, ils connaissent plus les clignotants. Encore une fois, à moins d'être suicidaire, le motard, il s'arrête au feu parce que de toute façon, si ça tape celui qui morfle. Et je vais même dire mieux, c'est que par expérience. Beaucoup de motards, et moi je fais la même chose. Si par exemple je rentre chez moi à 3 ou 4 heures du matin parce que je suis allé chez des potes, machin, quand le feu est vert pour moi, dans Paris, je ralentis. Je regarde à droite à gauche. On sait jamais. Parce que à cette heure-là, il y a toujours des mecs qui sont démontés et qui passent en bagnole, qui crament le feu. Et des mecs qui avaient la priorité. Il y en a plein les cimetières et les hôpitaux. Donc, non, mais la priorité première chose aussi. Première chose à se dire quand on est motard, c'est qu'on n'est jamais prioritaire. Voilà. Si on veut rester, moi j'ai 62 ans, j'espère que je vivrai encore longtemps. Pour l'instant, je fais de la moto depuis que j'ai 14 ans. J'ai eu pas mal d'accidents, mais je suis encore là. Et ça, je l'ai appris en moto, on n'est jamais prioritaire. Voilà. Parce qu'un star entre une voiture et une moto, même si la moto est prioritaire en général, encore une fois, c'est le motard qui part à l'hosto ou au cimetière. Après, effectivement, en termes d'incivilité ou d'irrespect, c'est vrai que il y a deux catégories. Alors moi, maintenant, je suis plus motard depuis longtemps parce que justement, je passais du temps à l'hosto et
et que il y a deux catégories pour moi. Il y a les scooters que je trouve, parce que je suis encore un peu automobiliste, mais de moins en moins, que je trouve très dangereux, et également Alors autant j'ai un grand respect pour les poids lourds, parce que d'abord je bosse avec beaucoup de chauffeurs routiers dans mon job, et les gars c'est des pros. Et que ce soit des Français ou des Européens de tous les pays qui viennent livrer dans mon secteur, c'est des pros, et ils sont respectueux quand même à la fois de tous les véhicules, parce qu'ils pourraient s'imposer. 44 tonnes, ça fait peur. Il n'a pas peur. Tu fais pas le poids, motard, voiture. Mais les dangereux, ce sont les petits véhicules de livraison. Ouais, c'est ça. Et là, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Ouais, il n'y a plus de règles. Alors évidemment, on est devenu un peu dingo, parce que avec les systèmes de livraison où on est payé à la course, où il faut être arrivé avant de partir. Enfin, il y a quand même des contraintes patronales qui sont énormes. Et moi je sais, pour bosser aussi avec des livreurs sur des 3 tonnes 5, ils disent mais de toute façon, et d'ailleurs les gars me disent on n'en peut plus, c'est-à-dire que on est pressé, et ils n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce que les gars démissionnent très souvent. Trouvent plus de livreurs pour les marchandises, pour le frais, pour le vivant, qui est énorme, quoi. Et donc ils se gardent n'importe où. Ils doublent sans clignotant, ils tournent sans clignotant, ils n'ont pas de ceinture de sécurité, et alors c'est en fait, la réglementation, c'est énormément régulé chez les routiers, parce que on a tous connu les routiers qui travaillaient jour et nuit, qui s'endormaient sur l'autoroute et qui sautaient dans le fossé. Mais les premiers responsables, c'est les consommateurs, c'est nous les premiers responsables. Parlons des livraisons, justement, parce que parlons des livreurs à 2 roues motorisés, même à vélo maintenant, parce qu'il y en a de plus en plus à vélo. En fait, si t'as pas tu vas bouffer ton petit sandwich à midi, tu te le fais livrer. Si t'as pas ton sandwich à l'heure, tu vas être le premier à gueuler. Et on va dire mais il gueule, on va faire une ristourne, machin. Donc on fout la pression aux livreurs. Alors en plus ils sont payés à la tâche. Et alors moi je connais bien ce métier-là, parce que moi j'étais coursier quand j'étais gamin. Donc on était payé au bon à l'époque. Mais moi je gagnais mieux ma vie que des potes à moi qui avaient fait des études. On n'en ai pas fait. Alors au début, maintenant ils gagnent plus que moi, mais qui avaient fait des études, et je gagnais beaucoup mieux ma vie, parce que voilà, moi j'étais coursier, je connaissais Paris comme ma poche. Enfin, je connais Paris comme ma poche. Je roulais, je livrais mes trucs, et je prenais des plis, des plis, des plis. Bon, jusqu'à et puis après des fois ça cartonne. Mais et ça c'est un peu le vice de ce truc-là. Et ça revient ça c'était un petit peu calmé avec l'internet et tout. Les coursiers ça a disparu plus ou moins. C'est ça, à l'époque on livrait les années 70, 80, 90. 90, les boîtes de pub florissantes et tout. Nous, on livrait les typons, on livrait les trucs, on livrait tous les trucs des boîtes de pub, les imprimeries, etc. On faisait même les prothèses dentaires et tout. Enfin, petite pensée pour mon épouse qui a fait bosser des coursiers pendant 30 ans. Voilà. Donc on gagnait très bien notre vie, mais on prenait des risques énormes. Ça s'était un petit peu arrêté avec l'Internet. Maintenant, et moi, ce qui me fait rire, ça devrait pas me faire rire, parce que c'est plutôt triste. Les bobos parisiens qui disent on n'en peut plus là, des scooters qui font du bruit, qui roulent vite, machin, etc. C'est les premiers, les bobos, à se faire livrer leur casse-dalle à la maison parce qu'ils n'ont pas envie de sortir, parce qu'ils sont en télétravail, ou au bureau parce qu'ils n'ont pas envie d'aller bouger. C'est les premiers à se faire livrer. Parce que faut pas rêver. S'il y a de plus en plus de livraisons, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc elles viennent bien de quelque part, ces demandes-là. On les a pas inventées. Voilà. Et donc ces livreurs, alors en plus il y a une espèce de mafia de la livraison aujourd'hui, parce que c'est clair, c'est identifié. Il y en a un qui est déclaré, il fait bosser tous ses potes. Et avec le même numéro. Et les autres, ils roulent avec des bécanes qui sont pas assurées, et les mecs qui roulent comme à tombereau vert, et ils livrent un maximum de repas. C'est pour ça que maintenant, quelquefois, regardez bien dans Paris, devant des restaurants, vous avez une dizaine de coursiers qui sont là à attendre la livraison, et puis voilà, et puis ça livre à tour de bras. Voilà, ça livre parce qu'il y a une demande. Et ces gens-là, ce qui est quand même hallucinant, ce sont des esclaves modernes. Ils sont exploités.
Ils sont exploités, ils sont payés à coups de savate, et on leur demande d'en faire de plus en plus. Et bien évidemment qu'ils prennent des risques, et bien évidemment qu'ils ont des bécanes pas entretenues, des scooters qui font du bruit, qui n'ont plus de pôle échappant, qui n'ont plus de frein, machin, etc., parce qu'ils n'ont pas les moyens de les entretenir. Mais à la faute à qui ? La faute aux gens qui ont cette demande. Ceux qui ne se posent pas la question de leur mode de consommation. Exactement, on est les premiers responsables de ça. Petite break musicale. Petit break musical, ouais. C'était Sanseverino qui interprétait les embouteillages. Voilà, tout à fait à propos. Embouteillage, la circulation interfilaire, voilà. Normal. Bon, on est en pleine discussion justement sur une nouvelle homologation, puisqu'à partir du 1er juillet 2022, si je dis bien mon petit article, il y a une nouvelle norme qui va entrer en vigueur pour des casques plus protecteurs. Alors ce qu'on disait, je vais laisser la parole à notre invité, c'est que finalement, le casque, on dit que ça a changé tous les 5 ans, mais ça dépend de plein de choses. Oui, tout à fait. C'est comme tout, en fait. Il se dit qu'un casque doit changer tous les 5 ans, mais ça dépend de la fréquence avec laquelle on l'utilise. Si on roule 2 fois par an l'été, le casque il peut durer bien longtemps. Si on roule tous les jours, à un moment donné, la problématique du casque, c'est que les mousses, elles s'écrasent, et du coup, elles ne jouent plus leur rôle d'amortisseur. Et donc, il faut le changer bien plus souvent. Un casque, quelqu'un qui roule tous les jours avec un casque, c'est tous les 2 ans. Alors, du coup, la nouvelle norme, elle doit s'interpréter comment? Enfin, à chaque fois qu'il y a un changement comme ça législatif, comment est-ce que les motards l'interprètent? Ça dépend. Ça dépend, parce que souvent, les normes, elles sont faites souvent par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Par exemple, quand on nous a imposé de porter les gants, ça a été, maintenant c'est 3 points. Le non-port de gants, c'est 3 points. Et je ne sais plus combien d'amendes. Ça, ils savent faire en revanche. Ça, ils savent bien faire. Et nous, on trouvait que c'était ridicule, parce que nous, déjà, on est contre toute obligation. On est pour la pédagogie, pour la formation, on est contre toute obligation. Et par contre, on est absolument convaincus, on est pour porter des gants. Absolument convaincus qu'il faut être équipé pour circuler la moto. Maintenant, le rentrée obligatoire à mettre 3 points, c'est complètement débile. Et puis, il faut arrêter d'infantiliser les gens, quoi. C'est d'autant plus débile que cette histoire de gants, là, quand ça a été mis en place, parce qu'il disait que les gamins en scooter, ils roulaient sans gants, ils roulaient sans protection et tout. Donc, alors, les gants, ça n'a jamais sauvé la vie. En fait, si on met des gants et qu'on met un casque, on peut rouler à poil, on est aux normes. C'est complètement ridicule. On n'a pas de bottes, on n'a pas de cuir, on n'a rien qui protège. Bon. Et en plus, on s'enrhume. Et en plus, on s'enrhume. Et ce qui est d'autant plus débile, c'est que l'histoire des 3 points, les gamins qui roulent avec des 50 cm3, ils s'en foutent, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas de points. Donc voilà, donc c'est retombé encore sur les motards. Bon, maintenant, voilà, on a toujours été contre les obligations, contre cette histoire de port de gants obligatoire. Par contre, on est pour le port de gants quand on fait de la moto. Quand on fait du 2 roues motorisé, il faut être équipé. Si on s'aime pas, on peut y aller, on peut rouler à poil. Moi, quand je vois dans le sud de la France, là, souvent, les mecs qui roulent en tongs, en short et tout, c'est n'importe quoi. Déjà, c'est vilain. Pour rouler en moto, il faut être beau. Voilà, c'est beau une moto, un motard c'est beau, et un mec qui est en short avec tout à l'air et des tongs, c'est vilain. Voilà, donc il faut rouler équipé. Quand on fait de la montagne, on roule équipé, on y va avec un équipement, on n'y va pas avec n'importe quoi. Quand on fait de la plongée, on est équipé. Vaut mieux. Voilà. Donc, vaut mieux, il y a des trucs qu'on est équipé, en moto il faut être équipé, voilà, tout simplement. Alors surtout, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des équipements qui sont quand même vachement confortables, qui sont prévus pour l'hiver, pour l'été, etc. Et on peut être équipé tout en restant un peu confortable. C'est pas comme dans le temps où on était tout engoncé dans des trucs, et c'était un peu compliqué. C'est vrai que nous, on a un camarade, Bernard, du syndicat de l'énergie, qui lui côtoie aussi des ambulanciers dans les urgences. Il dit, mais c'est dingue le nombre de personnes qui se font râper la peau, quoi. Ah oui. Là, à mon avis, là, ils ont chaud. Moi, je préfère avoir chaud avec ma veste de moto, même si elle n'est pas adaptée à la saison, plutôt que de goûter le bitume, quoi. Elle est adaptée à la moto.
Oui, non, mais. Oui. Non, mais c'est vrai que à 30 km/h, tu tombes sur le bitume, tu le sens passer. À 30 ou 50 km/h, c'est ce qu'on appelle, chez les motards, les pizzas. Tu te retrouves avec un truc. Et ce qui me. C'est même les petites nanas, souvent, qui roulent en mini-jupe, en petit short et tout, les pauvres. Ils se font, à la limite, quand t'es un mec et que t'as une grosse cicatrice sur la jambe, ça peut faire guerrier. Mais quand t'es une nana et que tu te rattrapes avec une grosse cicatrice sur la guibole et que tu peux plus te mettre en jupe, c'est un peu dommage, quoi. Bon, après, je devrais pas dire ça, on me traitait de sexiste. Ça fait pas Amazon. Ça fait pas Amazon. Mais il faut être équipé, parce que c'est tellement dangereux. Quand on se casse la gueule pas équipé, c'est tellement dangereux, ça fait tellement mal qu'il vaut mieux équiper. Alors, l'équipement, attention, entendons-nous bien, hein, l'équipement, ça réduit la blessure, hein, ça réduit le risque de blessure. Ça annule pas du tout le risque de l'accident et ça annule pas non plus la blessure, mais ça réduit la gravité, on va dire, de la blessure. C'est vrai que si tu glisses, tu vas pas forcément te faire mal quand tu glisses en deux roues. Ça, mais le problème, c'est que quand tu rencontres quelque chose que tu fais voilà. Ne serait-ce que se râper la peau, quoi. Il suffit de regarder dans les grands prix, regardez les grands prix de moto, les mecs ils glissent, ils sont à 200 km/h. Ils se relèvent, ils courent et voilà, ils ont rien. On voit quand ils se font mal. Hein. Ils se font mal parce que quand ils tapent, c'est-à-dire que par exemple quand ils font un high side, c'est-à-dire la moto elle commence à glisser et puis elle raccroche, le mec il monte 2 mètres en l'air, il tombe, il reprend la moto sur lui, il tape. Là ça fait très mal. Mais quand on glisse, ça va. Enfin ça va. Si on est bien équipé avec du cuir et tout, ça va. Et le problème c'est que sur la route, c'est pas un circuit. Sur un circuit il n'y a rien. Hein. Tu tapes rien parce qu'il n'y a rien, tout est dégagé, mais sur la route, en ville ou à la campagne, où tu veux, tu as des arbres, des trottoirs, des poteaux, du mobilier urbain, en veux-tu, en voilà, tu es obligé de te taper un truc, hein, et quand tu le tapes pas, c'est que tu as eu beaucoup de chance. Donc non, il faut l'équiper, c'est une évidence. Et les trottoirs, ça fait mal. Les trottoirs, ça fait mal. Mais même à vélo, hein. Moi, j'hallucine quand même que les mecs à vélo, c'est pareil. Bon, après, à vélo, c'est aussi plus compliqué parce que c'est sûr que tu peux pas être super équipé avec un vélo parce que sinon, t'en peux plus. Tu pédales, t'es transpiré dans tous les sens. Tu peux pas mettre des protections dans tout. Voilà. Mais voilà, quoi. Les mecs qui roulent à vélo sans aucune protection, c'est sûr que toi, tu prends une gamelle, ça fait aussi mal, hein. Mais je crois que tant qu'on n'est pas tombé, on ne se rend pas compte. C'est ça, souvent c'est ça. Ouais. Bon, après, il ne faut pas non plus. Je pense que, encore une fois, nous, on est contre toute obligation, puis on est contre la parano ambiante. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, sinon tu vas mourir. Il faut arrêter de fumer, sinon tu vas. C'est ce qu'on mange, nous, 5. Voilà. Essentiellement du raisin blanc, du raisin rouge, de la Mirabelle. On ne peut pas non plus apporter de l'eau au moulin de la parano. De l'eau. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Après tout, on a tous, c'est notre corps, on en fait ce qu'on en veut. Les mecs qui ont envie de se faire mal, ils se font mal. Ceux qui ont envie de se préserver, se préservent. Mais voilà, globalement, le conseil que moi je pourrais donner, c'est quand on roule avec un deux roues motorisé, il vaut mieux rouler équipé. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut et on s'est battu tellement longtemps contre la sécurité routière parce qu'ils nous ont emmerdés avec leurs obligations à 2 francs 6 sous, des trucs carrément pas adaptés, qu'on ne va pas nous-mêmes porter la bonne parole à tout le monde en disant ce qu'ils doivent faire, quoi. Du coup, vous participez quand même, on fait appel à votre expertise dans des réunions avec la sécurité routière. Alors, avec toutes les années d'expérience que nous avons, on a un siège au Conseil national de la sécurité routière, c'est le CNSR, mais c'est consultatif. D'ailleurs, nous, on nous pose des questions. Alors, on est avec plein de gens, hein, des experts qui sont des experts, on se demande pourquoi ils n'ont jamais fait de moto. Nous, on est des experts de la moto, on n'est pas des experts d'autre chose, mais on est des experts de la moto. Il y a des fois des experts qui donnent des expertises et qui pondent des trucs hallucinants. Heureusement qu'on est là, parfois, parce qu'on bloque certaines choses. Et puis après, c'est consultatif, hein, la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur, on lui dit pour les motards, vaut mieux ci que ça, et que lui, il a décidé de péter un plomb et dire je ferai tout le contrat de ce qu'on m'avait dit, il a le droit. C'est comme ça qu'on a eu des conflits aussi pas mal avec la sécurité routière, en tout cas avec le ministère de l'Intérieur, parce que ce qu'on voulait imposer aux usagers de roues motorisées, c'était absolument pas viable. Et donc, on s'oppose souvent, ouais. Malgré le fait qu'on ait un siège au Conseil national de la sécurité routière. Donc si on n'y était pas, qu'est-ce que ça serait, quoi.
Il arrive quand même que vous soyez entendu par des interlocuteurs. Ça dépend des gens. On a là aujourd'hui. Avant, on était avec un certain monsieur Emmanuel Barbe, qui était un magistrat qui est ensuite parti. Heureusement, il est parti dans les Bouches-du-Rhône pour faire le préfet. Il a duré quelques mois. Il s'est fait dégager de là aussi. Mais voilà, et pourtant il faisait du scooter lui. Mais voilà, c'était très difficile de travailler avec ce monsieur. Là, on a affaire à quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus à l'écoute et qui, effectivement, c'est beaucoup plus facile de travailler dans ces conditions. Quand ce sont des gens qui écoutent, qui reconnaissent une certaine expérience, etc. C'est Madame Gauthier-Melleret, d'ailleurs, qui a remplacé Monsieur Barbe. Là, on a vraiment une meilleure écoute et on peut travailler en meilleure intelligence, parce que toujours pareil, les mecs, dès qu'ils ont le pouvoir, ils appuient sur le bouton, puis ils pissent sur le poteau en disant que c'est le leur, et puis il n'y a pas moyen de leur faire comprendre quoi que ce soit. Là, avec Madame Gauthier-Melleret, ça va mieux, heureusement. Mais sinon, nous, on fait de la formation aussi. On a un agrément de l'Éducation nationale pour intervenir dans les établissements scolaires, pour faire de la pédagogie, de la formation à la sécurité routière. On intervient souvent dans les quartiers sensibles, contrairement à la police ou la prévention routière, qui eux arrivent. Prévention routière, souvent c'est des anciens flics qui font ça. Bon, c'est sûr que les mômes dans les quartiers, quand ils voient des flics arriver faire de la prévention routière, ça les fait pas rigoler. Bon, nous, quand on arrive, on est en motard, on est des vrais motards, on est habillés en motard, on fait un peu le rôle de grand frère. On est beaucoup plus écouté, et surtout nous, notre rôle, enfin notre procédure en la matière, c'est de les laisser parler. On leur dit pas, attention, si tu fais ça, tu risques ça, tu vas avoir tant de points, c'est pas du tout notre truc. On les laisse parler, et ensuite, en fonction de ce qu'ils nous disent, on va essayer de discuter avec eux, de les orienter, de les amener à une réflexion. Voilà, c'est totalement différent. C'est pas de la prévention routière. C'est une espèce de pédagogie inversée. C'est de la pédagogie inversée. Ça fonctionne plutôt pas mal. On a pas mal de demandes de la part des directeurs d'établissement, et ça marche plutôt bien, quoi. Voilà, et on fait aussi de la formation pour les adultes. Je disais tout à l'heure, on a un truc qui s'appelle l'AFDM, l'Association de formation des motards, qu'on a créé depuis plus de 30 ans, qui fait de la formation post-permis. C'est-à-dire, voilà, c'est les motards qui viennent chez nous, ils disent, bon, voilà, je suis un peu moins sûr sur ma moto, je me sens un peu moins bien, j'ai failli avoir un accident, j'ai eu peur, et hop, on refait une formation un peu plus poussée. On apprend certaines choses, la maîtrise du véhicule, les freinages d'urgence. Sur le terrain de licence, par temps. Donc, et voilà, donc on a une vraie expertise de la moto. En tout cas, c'est un truc qu'on sait faire, quoi. C'est vrai que moi, j'ai vu, j'ai pas la télé chez moi, mais au boulot, il y a une télé qui nous diffuse, je sais plus quelle chaîne, on s'en fout, où j'ai vu quelquefois c'était peut-être l'équipe, ou je sais pas, où il y a des pubs sur un peu de la prévention routière. En fait, ils montrent surtout les risques. C'est pas forcément super pertinent, parce que justement, c'est pas ni didactique ni pédagogique. C'est pour faire peur. J'ai l'impression que c'est plus pour faire peur, en fait. Et en fait, ça va te donner des arguments, surtout à ceux qui sont contre les deux roues, en fait. C'est ça. C'est souvent. De toute façon, les publicités, enfin les communications, c'est pas des pubs, mais les communications de la sécurité routière, ça va beaucoup mieux maintenant. Franchement, ça va mieux. Mais il fut un temps, c'était hyper anxiogène, quoi. C'est il y a les Suisses notamment et les Belges qui font des communications de sécurité routière extrêmement drôles, qui sont vachement sympas, rigolotes et tout. Alors bon, ça reste de la sécurité routière, et on parle de risques, mais c'est vachement plus digeste. Les messages passent sans doute mieux. Carrément, notamment auprès des jeunes. On dramatise pas, même si on a conscience qu'il y a un danger. Enfin, il y a quelque chose. En termes de communication, ils sont beaucoup plus, ils sont moins dans la répression, dans la parano. Dans la répression, et puis ça va mieux maintenant, ça va mieux, mais on voit bien que quand les gens changent aussi, quand c'est certains gens qui arrivent à certaines personnes qui arrivent à certains postes, quand elles sont un peu plus intelligentes, ça va beaucoup mieux aussi, effectivement. Et il y a quand même une sacrée différence. Enfin, moi j'ai noté, pour être souvent pas mal, je bourlingue pas mal à travers l'Europe, en 4 roues maintenant, les conduites, et même en tant que piéton en Suisse, moi j'étais surpris à chaque fois, je me laisse surprendre, tu poses le pied, il y a le passage clouté, enfin c'est plus le passage clouté, maintenant c'est les trucs, les zèbres.
tu poses sur les pieds sur le zèbre, tout le monde s'arrête. T'as 4 fils, qui s'arrêtent, puis tout le monde te regarde. Mais t'es arrivé, alors ça c'est une anecdote, je disais qu'en Suisse avec mon fils, qui était petit, il va pour traverser, parce qu'il avait appuyé avec son petit doigt sur le bouton, il va pour traverser, il y a fort longtemps de ça, toutes les voitures s'arrêtent. On n'avait pas l'intention de traverser au départ. Eh bien, on s'est senti obligé. On s'est senti obligé de traverser, puis en faisant un signe de remerciement à tout le monde. Je savais plus où me foutre, et puis on a traversé, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on va attendre au prochain quand même. On va pas retraverser tout de suite parce que des fois quand on retrouve les mêmes, on va passer pour des touristes. De toute façon, en termes de comportement routier, je dirais, enfin, de mon expérience, parce que moi je roule beaucoup, encore une fois, je roule beaucoup en moto, je roule à l'étranger, je fais pas mal de pays, en bécane. Plus tu vas vers le sud, plus c'est le bordel. Moi, par exemple, je suis d'origine italienne. Moi, je suis né en Italie. Déjà, rien que, mais même en France, tu vas dans le nord de la France et dans le sud de la France, tu vas à Douai et à Marseille, c'est pas la même conduite. Tu vas en Italie, tu vas au nord et dans le sud de l'Italie, c'est encore plus le bordel. Et plus tu descends dans le sud, après c'est le comportement latin. Les Anglo-Saxons, par exemple, ils sont hyper respectueux. Encore une fois, là, je disais tout à l'heure, je reviens d'Irlande, ils sont hyper respectueux. Voilà. Va au Maroc, par exemple, moi j'adore aller au Maroc, je roule beaucoup au Maroc. Bon, déjà parce qu'on te laisse tranquille, hein, tu fais un peu ce que tu veux, tu roules comme tu veux et tout. Mais là, t'as intérêt à t'intégrer et à faire comme tout le monde, hein. Parce que là, si tu es avec tes règles à toi, tu fais pas long feu, quoi. Donc tu oublies tes freins, tu roules au klaxon et puis tu évites, tu intègres, voilà. Mais ça se passe très bien, Pas tout le monde a l'habitude de rouler dans ton coin et que ça se passe comme ça, ça va plutôt pas mal. C'est quand t'as pas l'habitude et que tu arrives avec tes règles à toi et que t'as pas compris celles des autres. Là, ça se passe déjà beaucoup moins bien. Mais en province, hein, sans aller à l'étranger, en province, moi je vois mes filles, par exemple, elles habitent à Toulouse. Quand tu vas en province, tu arrives près du trottoir, enfin tu arrives au bord du trottoir, les gens ils s'arrêtent. C'est ici, non. Hein. À Paris, non, les gens ils t'arrachent la jambe. Ouais, t'as mis la jambe pour ça, ils t'arrachent la jambe. Quand ils montent pas sur le trottoir. Voilà. Et encore plus depuis qu'on a développé le vélo, hein, franchement. Là, je vois des comportements de cyclistes. Putain, c'est des mecs qui passent à fond sur les passages piétons. Ils coupent la barbe des piétons, mais sans vergogne, quoi. Avant, on disait, les droits motorisés, c'est des fous furieux. Non, mais les vélos, c'est encore pire. Hein. Et des trottinettes. Ça devient dangereux. Très clairement, là, attends, on évite 12 par jour, hein, des trottinettes. Et déjà, ils sont à deux dessus, machin. Bon, après, je pense que chacun roule avec ce qu'il veut, chacun roule avec ce qu'il a envie, et il ne leur pas un droit. Alors maintenant que, mais bon, après, il faut s'intégrer quand même à la. Il y a un minimum il faut que ça soit un peu réglé quand même. C'est-à-dire que tu peux pas faire la trottinette à 40 km/h, une trottinette électrique sur un trottoir. Tu vois, il y a des trucs qui vont pas quand même. Donc, je crois que la pédagogie et puis le respect de l'autre n'est pas. C'est pas quelque chose qui est diffusé en France, hein, à mon avis. Non, de toute façon, on a raté une marche. Quand tu vas dans d'autres pays, tu reviens en France, tu dis on a raté une marche quelque part au niveau du vivre ensemble, du respect. Tu vois, il y a un truc. Hein, on est quand même un pays hyper violent. Hein, c'est ça, on le voit depuis moi je vois sur le périph' par exemple, et t'as des automobilistes qui, tu sais pas pourquoi ils vont pas laisser passer les 2 roues motorisées dans l'interfile. C'est rare quand même, c'est rare. Ça arrive, attends, tous les jours. Tu peux te dire tous les jours. Le mec qui est aigri, qui est. Tous les jours. Les mecs qui savent pas qui a pas fait ce qu'il fallait le soir et qui est mal réveillé. Non, mais globalement, honnêtement. Quand on parle de Paris et région parisienne, d'ailleurs on parlait de la circulation interfile tout à l'heure, moi je me méfie beaucoup plus quand je vais en province et que je fais de la circulation interfile que dans Paris. Moi dans Paris je me sens comme un poisson dans l'eau, hein, parce que j'ai l'habitude de rouler en Paris et en banlieue, mais quand je vais en province je fais super gaffe parce qu'ils ont moins l'habitude, les automobilistes, et de voir passer des bécanes et du coup ils sont moins vigilants et là ils vont te serrer, pas parce qu'ils vont le faire exprès, mais parce qu'ils sont moins attentifs. Donc je suis vachement plus vigilant. À Paris, alors tu vas toujours tomber sur l'abruti qui a décidé de te coincer, mais bon voilà. Qui change de fil, c'est pas tellement quelqu'un qui va te coincer. Oui, c'est ça, qui va changer de fil. Un peu comme sur l'autoroute, les mecs ils changent de, mais tu les vois. Bon, ok, on roule. Parfois c'est dense, tu sais, t'as des circulations.
Et les mecs, tu fais 100, tu vois toujours à peu près les mêmes bagnoles sur 100-150 km. Et les mecs, tu les vois à droite, à gauche, à droite, devant, derrière. Et ils sont tout le temps en train de changer de fil. Et puis très, très vite, tout le temps, comme ça. Et ça, c'est dangereux. Ah oui, c'est très dangereux. Mais bon, globalement, je dirais que sur le périphérique parisien... Alors, il faut savoir que le périphérique parisien, c'est la rocade la plus empruntée d'Europe. La plus empruntée d'Europe. C'est 1 300 000 véhicules par jour. Tous véhicules confondus. Tu as des motos, des camions, des bagnoles. Donc, il y a extrêmement peu d'accidents. Enfin, d'accidents, des touchettes. Mais des morts, il y en a très peu. Tu dois avoir des fois 0, et des fois c'est 1 ou 2 morts dans l'année, ce qui est que dalle, sur 1 300 000 véhicules par jour. Donc, et voilà. Et donc, et je trouve que dans Paris, périphérique, banlieue, etc., la cohabitation deux-roues motorisés, voitures, elle est plutôt pas mal. Les gens, ils ont l'habitude, ils se poussent. Enfin, soit ils se poussent, soit ils ont déjà laissé la voie. On peut remonter assez facilement la file. Je dirais même que quelquefois, c'est un peu parce que moi, je suis pas un intégriste de la moto. Je prêche pour ma paroisse, mais je peux aussi dire que on a des droits, mais on a aussi des devoirs vis-à-vis des autres. Et je trouve qu'effectivement, par contre, dans Paris, il y a certains usagers de roues motorisées qui roulent un peu comme des cons entre les fils. Encore une fois, on en revient, qui roulent beaucoup trop vite. Exemple, et là, les taxis, les mototaxis. Il y a quand même... Alors là, je vais être un peu sévère. Il y a quand même pas mal d'abrutis chez les mototaxis. Moi, quand je les hais... Oui, enfin, disons qu'ils ont un boulot. On a tous un boulot. Le mec, il leur dit, tu m'emmènes à Roissy, je suis en retard, je vais y être dans une demi-heure. Donc, les mecs, il faut... après, c'est des professionnels. Il y a assez peu d'accidents chez les taxis quand même. Les taxis moto, c'est quand même des bons pros. Ils se démerdent quand même pas mal avec leur bécane. Et moi, globalement, je suis pas tellement pour stigmatiser des genres ou des populations. Moi, je pars du principe qu'il y a des abrutis partout et des gens bien partout. Alors, on est assez stigmatisés, nous, usagers de motards, on est assez stigmatisés pour justement, on souffre, on prend ça dans la tronche régulièrement, les motards. Donc, pour pas rentrer dans le jeu. Moi, je rentre pas trop dans ce truc-là. Après, voilà, il y a des mecs. Non, le problème, c'est toujours le même, c'est que en fait, tu vas avoir 500 mecs qui se comportent bien, 2 qui se comportent mal, et c'est ceux-là que tu vas repérer. Et donc, forcément, tu vas te dire, les motards, c'est abrutis parce que tu en avais vu 2 qui font trop de bruit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est que les mototaxis d'expérience sur le périph', il n'y en a pas que 2. Il n'y en a pas que 2 qui... en général, ils ont des engins qui sont beaucoup plus... ils ont des grosses motos. Très larges. Ils ont des Goldwing, souvent ils ont avec des Honda Goldwing. Exactement. Et ils sont pas forcément super sympas dans la circulation, quoi. Oui. Alors c'est toujours pareil. C'est des professionnels de la route, ils sont pas toujours cool. Effectivement. C'est bon, ils me font penser un peu aux taxis que je déteste aussi, d'ailleurs. Des taxis à 4 roues, ce coup-ci. Qui sont aussi d'affreux escrocs pour la plupart. Non, mais c'est une réalité. Non, mais après le comportement. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on entend toujours l'arbre qui tombe, mais jamais la forêt qui pousse. Voilà. En fait, on va toujours effectivement dénoncer toute une communauté par rapport au comportement de quelques-uns, et malheureusement en oubliant que il y a une grosse partie de cette communauté qui se comporte plutôt pas mal. Moi, je suis plus dans ce truc-là. Voilà. Mais sur les autres motards, par contre, moi, il y a pas en tant qu'automobiliste. Non, j'ai pas d'exemple sur les 6 l'année écoulée, par exemple. J'ai pas d'exemple de motards lambda qui se seraient mal comportés sur la route. Putain, par contre, les mototaxis, comme les taxis du reste. Je les trouve gratinés quand même. Disons que c'est leur lieu de travail, tu vois, c'est leur lieu de travail. La rue, c'est leur lieu de travail. Ils sont un peu chez eux. Ils sont un peu prioritaires quand même. Et puis aussi, on revient toujours au même problème. C'est les mecs qui sont payés à la course. Tu vois, si tu roules vite, tu bouffes. Tu roules pas vite, tu bouffes pas. C'est ça. Et c'est un comportement totalement humain. Et effectivement, ça amène à des dérives. Mais voilà.
les premiers responsables, c'est comme le voleur et le reseller. Hein. Si t'as pas de reseller, t'as pas de voleur. Donc en fait, si t'as pas de clients qui veulent aller vite à l'aéroport, t'as pas de taxis qui vont rouler comme des cons. D'autant plus que c'est vrai que c'est le taxi, si tu le payes 3000 balles par mois, en lui disant quel que soit le nombre de courses que tu vas faire, tu seras payé 3000, le mec il va arrêter de rouler comme un con. Ouais, clairement. Non, et puis effectivement, c'est plus une question d'habitude. Dans Paris aussi, les voitures peut-être qui s'écartent pas quand il y a les interfiles. Bon, maintenant, les plaques d'immatriculation, ça veut plus vraiment rien dire quoi que ce soit, mais t'as beaucoup de bagnoles qui sont immatriculées en Corse. Parce que c'est le département que tout le monde aime bien, mais il n'y a pas beaucoup des vrais Corses. Hein. Mais maintenant, tu peux plus repérer la bagnole à l'immatriculation. Mais j'ai quand même l'impression qu'effectivement, les Parisiens, enfin tout ce qui roule, enfin pas les Parisiens en fait, tout ce qui est Île-de-France, ils ont effectivement pris cette habitude de s'écarter, de laisser passer les deux roues. Et souvent, ceux qui s'écartent pas systématiquement ou par réflexe, c'est plutôt des gens qui viennent de province et qui viennent à Paris occasionnellement et qui connaissent pas effectivement les codes du lieu où ils se trouvent. Un peu comme au Maroc. Alors, c'est ça. Ouais. Alors après, nous à Paris, je veux pas faire du parisianisme, mais dans les grandes villes en règle générale, je pense que c'est un peu la même chose. On a un vrai problème, c'est le téléphone. Hein. C'est les mecs qui téléphonent en bagnole, parce que comme ils mettent de plus en plus de temps dans les bouchons, bon maintenant avec le télétravail il y a moins de bagnoles, mais ils mettent de plus en plus de temps dans les bouchons et qui s'emmerdent de plus en plus, ils bossent de la voiture. Moi je connais des gens, j'ai des gens dans mon entourage très proches qui me disent moi je travaille de ma voiture. Donc les mecs ils sont au téléphone. Alors, même si tu l'as pas à la main et que tu es en train de discuter, je te mets au défi de quand tu as une conversation très impliquée, boulot ou autre, ou avec ta copine ou je ne sais pas, je te mets au défi de me dire par où tu es passé et de te souvenir de ce qui s'est passé sur la route il y a 3 minutes. Puis même impossible, parce que tu es tellement pris dans ton truc que tu t'en souviens pas. Donc, tu as eu des moments de vide. Et on voit, nous, motards, on a l'habitude de ça. Le changement, moi, je sais te repérer je peux te dire, tu vois, j'arrive derrière une voiture, je peux te dire si le mec il est au téléphone ou la nana, s'ils sont au téléphone ou pas. Parce que tu as des déviations de trajectoire, tu as un comportement du véhicule qui fait que tu dis putain, lui il est au téléphone. Et tu t'approches, en général, ils sont au téléphone. À 99% des fois, tu le repères. Il y a des comportements comme ça et ça c'est très chiant le téléphone. Et de plus en plus ceux qui règlent leur GPS aussi. Ceux qui règlent leur GPS, ceux qui écoutent la radio. Mais alors il y a un truc moi qui m'agace de plus en plus, mais tu vois, je suis comme tout le monde, je stigmatise un peu, allez, ça fait du bien. C'est les mecs en scooter, parce qu'en moto c'est très compliqué de téléphoner avec une moto. C'est-à-dire avoir un téléphone à la main en moto, c'est impossible. Parce que à gauche, main gauche, t'as l'embrayage, main droite, t'as le frein avant, qui est le plus important. Puis t'as l'accélérateur. Maintenant, les mecs en scooter, ils téléphonent en roulant, les mecs. J'en vois de plus en plus. Non seulement parce qu'eux, ils ont la main gauche, ils en ont rien à foutre. Ils ont un frein, mais ils ont aussi le frein sur la main droite et l'accélérateur. Donc ils peuvent avoir la main gauche qui se balade. Et les mecs, ils sont en train de faire des textos avec un scooter ou ils téléphonent avec le scooter, tu vois. Et ça me gonfle. Mais ça me gonfle parce qu'on sait tellement, nous on se bat tellement contre les téléphones dans les bagnoles que même aujourd'hui, les mecs qui roulent en deux roues motorisés, ils téléphonent. T'as juste envie de t'arrêter de leur mettre des gifles. Tu vois, voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est compliqué, mais bon, il faut s'adapter à toutes les situations. C'est vrai que le téléphone, moi je trouve que alors j'ai pas eu beaucoup d'accidents en 40 et quelques années de permis, mais le dernier, et un des rares, un des deux d'ailleurs, c'est quelqu'un j'étais à la porte de Champéret, donc j'allais sur le périph', et puis je regarde dans le rétroviseur, je me dis, tiens, l'autre derrière, il continue à rouler. C'est bizarre, parce qu'on est tous à l'arrêt. Et bam, dans la bagnole. Et paf, le chien. Ouais. Et je suis désolé. Et la personne avait le téléphone à la main, elle était en train d'appeler, elle n'avait pas vu qu'elle n'avait pas mis son frein à main. Il est déjà 21h. Donne-nous des indications sur cette manifestation du 26 juin. Alors donc la manifestation le dimanche 26 juin, rendez-vous à 14h sur l'avenue Foch
pour ensuite un parcours cortège prendra un parcours dans Paris et peut-être le périphérique, on ne sait pas encore. Là, on allait poser le parcours en préfecture. Pour quel motif? Allez, zone à faible émission, voilà, parce que nous, on s'oppose aux zones à faible émission qui, pour nous, est une vraie catastrophe sociale, hein, parce qu'encore une fois, les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules neufs ou d'acheter des véhicules électriques, eh ben, ils vont être assignés à résidence. C'est totalement inadmissible. On ne parle pas que des deux roues motorisés, hein, on parle des automobilistes. Il faut savoir que 70% des Français ne savent pas ce que c'est qu'une ZFE ou n'en ont pas entendu parler. Ou en tout cas ne savent pas ce qu'il y a dedans. Quand ça va leur tomber sur le coin du nez, ça va leur faire tout drôle. Parce que c'est vraiment une mesure totalement antisociale, hein, mais on ne peut pas plus. Hein. Voilà. Et puis contre le stationnement payant des deux roues motorisés à Paris, puisque la mairie de Paris, la mairie écologiste et socialiste de Paris, veut faire payer les deux roues motorisés. Voilà. Et alors, ce qui est tout à fait drôle, c'est que Madame Hidalgo a été une des premières avec l'augmentation des carburants à dire oh là là, il faut aider les Français, il faut diminuer les taxes, aider les Français pour qu'ils puissent mettre du carburant dans leur voiture. Mais en même temps, elle dit ça, mais en même temps, elle augmente les taxes dans sa ville en augmentant le stationnement pour les voitures et en mettant en place le stationnement pour les deux roues motorisés. Il faut savoir que pour les voitures, le stationnement a augmenté de 50%, sont passés de 4 à 6 euros. De l'heure, 4 à 6 euros de l'heure, en sachant que le taux horaire net du SMIG, c'est 8 euros. Et là, le stationnement, c'est 6 euros. C'est hallucinant. Bon, il y a longtemps que je ne suis plus garé dans Paris, moi, alors... Là, on a dépassé de 3 minutes déjà de l'émission d'après. On n'aura pas parlé des véhicules de collection. Hein. La Blanche attendait la question, une camarade qui écoute. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourra quand même circuler avec des voitures de collection depuis 30 ans ? A priori, dans les zones à faible émission, on pourra, mais je pense qu'à la longue, il va y avoir des restrictions sur les véhicules de collection, parce que il faut savoir que dans le temps, les véhicules de collection, une carte grise de collection était restreinte au périmètre, était restreinte en termes de durée, enfin de fréquence de circulation. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais je pense que petit à petit, oui, ça va revenir, ça. Donc, il faut se méfier de ça. Pour l'instant, les véhicules de collection pourront circuler, ouais. Bon, on dit au revoir à tout le monde. Merci Jean-Marc. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Moi, ça m'a fait plaisir. Une prochaine fois peut-être. Allez, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, avenue Foch, dimanche à 14h.